La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et les occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. La collection automne-hiver est arrivée en magasin au 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Le Club des astronomes amateurs de la Gaspésie nous présentait dans l'émission précédente les bases de l'observation des étoiles à l'œil nu. Dans cette seconde partie, il est question de l'observation aux instruments. Après l'observation à l'œil nu, la deuxième étape pour un débutant, c'est l'observation aux jumelles. Alors, est-ce que je vous explique un petit peu? Oh oui. OK. Surtout parce que j'imagine les jumelles sont plus abordables que les télescopes. Donc, pour commencer... Bien, en fait, c'est pas tant une question d'argent. C'est sûr que les jumelles, ça coûte moins cher habituellement qu'un télescope. Mais il y a beaucoup d'avantages avec des jumelles. Le plus grand avantage, c'est la portabilité. Vous pouvez entraîner ça dans votre sac de camping. Vous pouvez traîner ça partout quand vous êtes en vacances. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un endroit où le ciel est sombre, vous avez une paire de jumelles, vous pouvez déjà apprécier beaucoup et voir un très grand nombre de choses que vous ne pourriez pas vraiment voir avec seulement à l'œil nu. Alors, les jumelles, en général, il y a deux chiffres qui sont donnés lorsqu'on s'intéresse à avoir une paire de jumelles. Il y a, par exemple, les jumelles les plus ordinaires qu'on retrouve sur le marché, c'est les 10-50, par exemple. Alors, les 10-50, le premier chiffre correspond au facteur de grossissement. Donc, 10, ça veut dire que vous allez avoir un grossissement 10 fois plus grand. Ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir voir de proche des oiseaux ou des choses comme ça. On peut utiliser aussi des jumelles pour l'observation des oiseaux ou le jour, regarder des bateaux à l'horizon sur la mer, n'importe quoi. Donc, le facteur de grossissement, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est le diamètre de l'objectif ou de l'ouverture de la lunette ici. Donc, pour ce cas-ci, c'est une lunette assez grosse. C'est ce qu'on appelle une 15-70, qui est utilisée pas mal par les astronomes amateurs. Alors, pourquoi avoir un diamètre aussi grand ici? Parce qu'on pourrait avoir un facteur de grossissement de 15, mais avoir des jumelles plus compactes, plus petites. L'idée ici, c'est que plus le diamètre de l'ouverture va être grand, plus vous allez être capable de capter de la lumière et plus vos jumelles vont être sensibles. Donc, si vous avez des étoiles qui ont une luminosité très faible, donc qui sont de magnitude, par exemple, 6,5 ou 7, à ce moment-là, vous allez pouvoir les voir avec une paire de lunettes, donc avec grande ouverture. Mais si votre ouverture est trop petite, peut-être à ce moment-là, pour le même facteur de grossissement, vous allez pouvoir voir des étoiles seulement de magnitude 5, 5,5 ou 6. Donc, ça permet, une ouverture plus grande permet d'avoir une plus grande sensibilité. Ça, ces grades-là, ça correspond à quoi? Les magnitudes? Ouais. Les magnitudes, c'est une échelle logarithmique. C'est le standard international utilisé pour la gradation de l'intensité des étoiles. Mais c'est l'inverse, c'est 1 sur. OK, dans le fond, c'est surtout... ça a rapport avec son intensité lumineuse. Oui, c'est ça. Et plus le chiffre est élevé, plus l'étoile est faible, en fait. C'est l'inverse, parce que c'est 1 sur un facteur 2,5, mais à l'échelle logarithmique. Donc, par exemple, le Soleil, je crois qu'il est à moins 30, moins 27, alors que la Lune est à moins 12. L'étoile Vega est à 0.
Arcturus, l'étoile Arcturus qui est importante est à 1, je crois, 1 point quelque. L'étoile polaire est à 2. Mais plus on monte, plus l'étoile est faible. Pour donner une idée, le télescope Hubble peut voir des étoiles ou des objets célestes avec une magnitude de 30 à peu près. Donc, c'est extrêmement faible. Et en fait, c'est 1 sur... vous savez, une échelle linéaire, une échelle linéaire, c'est additif dans le sens que vous avez, par exemple, 1 plus 1, c'est 2, 2 plus 1, c'est 3, etc. Donc, ça, c'est... Vous additionnez. Donc, vous faites 1 plus 1, c'est 2. Vous rajoutez 1, puis vous rajoutez 1. Donc, c'est des additions. Tandis qu'une échelle logarithmique, c'est quand c'est des multiplications. Donc, par exemple, si vous passez de 1 à 2 sur les magnitudes d'étoiles, ça veut dire que vous allez avoir 2,5 fois moins d'intensité. Que l'étoile qui est à 2 va être 2,5 fois moins intense, moins lumineuse que l'étoile qui est à 1. Et si vous allez à 3, c'est 2,5 fois 2,5. Donc là, on se ramasse à peu près avec 5 à 6 fois moins lumineux que l'étoile qui est à 1 pour l'étoile qui est à 3. Donc si vous avez une étoile qui est avec une magnitude 5 fois plus grande, donc par exemple, vous avez une étoile à 1, puis vous allez à l'étoile à 5, vous allez avoir une intensité à 5 qui va être 100 fois plus petite que celle qui est à 1, parce que c'est ça. Donc, c'est multiplicatif à une échelle logarithmique. Pour donner une idée, l'étoile polaire vient de nous dire qu'elle est à 2. Ouais. Donc, à l'œil nu, on peut voir jusqu'à... à l'œil nu, on peut, dépendamment de laquelle... Pour les jeunes, ils ont une dilatation pupillaire, donc la pupille peut être plus grande. Pour les personnes âgées, notre pupille rétrécit, est moins bonne. Mais en général, ça varie entre je dirais... 3 et 5, 5,5. Ça donne une idée de ce qu'on peut voir. Oui. Donc, par exemple, à 2, l'étoile polaire, on peut la voir. Il n'y a pas de problème. Vega à 0, Arcturus à 1 point quelque, on peut la voir. Là. Par contre, tout ce qui est les objets qui sont en haut de 5, là, c'est plus dur. Tandis que ça, avec des jumelles comme ça, justement, on peut monter à 6, 6,5. Puis avec des télescopes, un bon télescope, on peut se rendre à 10, 12, 14, dépendamment de la grosseur de l'objectif, de l'ouverture. C'est pour ça que les télescopes, plus ils sont gros, on entend dans les journaux, on construit des télescopes de plus en plus gros. Oui, parce qu'on veut regarder de plus en plus loin, puis des objets qui sont de plus en plus faibles. Et donc, ça prend des ouvertures de plus en plus grandes. Parce que c'est proportionnel à cette... Donc, le Hubble est à 30. Je crois que le James Webb, là, qui est sorti, lui, il est encore plus sensible que le Hubble. Là. Le James Webb, c'est-tu lui qui a photographié... Ah non, je suis en train de me tromper avec autre chose. Vous parlez du trou noir, là, de la Voie lactée. Le trou noir, ça, je viens de me rappeler que c'est l'ETH. Plusieurs. Oui, c'est ça. Plusieurs fois. C'est l'ETH, là. En fait, c'est un télescope virtuel qui est composé d'un grand nombre de radiotélescopes qui sont placés un peu partout sur la planète. Puis, vu que la Terre bouge, elle tourne notamment, ils ont collecté des données pour à peu près, je crois que c'est autour de 6 mois. Et ils ont ensuite traité toutes ces données-là. Ils ont fait de l'interpolation dans les trous où il n'y avait pas de données. Mais ils avaient quand même une bonne couverture. Et à partir des milliers d'images qu'ils ont pu reconstruire à partir de toutes ces données-là sur 6 mois, ils ont fait une moyenne statistique là, avec des corrélations, tout ça, pour obtenir l'image finale du trou noir. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'image avec la plus haute résolution qu'on n'a jamais pu obtenir dans toute l'histoire de l'humanité. Pour vous donner une idée, vous prenez une image du télescope Hubble, donc c'est des belles images, les images du télescope Hubble. On voit les galaxies, les nébuleuses, les amas globulaires d'étoiles, etc.
dans le ciel profond, vous prenez un pixel, un petit pixel d'une image de Hubble, puis vous prenez 1/1000 de la surface de ce pixel-là, et ça correspond à peu près à la résolution spatiale obtenue pour l'image du trou noir de la Voie lactée avec le télescope ETH. Donc, ça a été vraiment tout un défi pour obtenir cette image-là. Tu me parlais tout à l'heure d'oculaires, en tout cas, oui. Tu voulais me parler de ça en particulier? Oui, donc première étape à l'œil nu, chercher étoiles, comment se repérer dans le ciel, etc. Deuxième étape, on va plus loin, on explore des choses plus en détail avec les jumelles. Troisième étape, si vous continuez à aimer l'astronomie amateur, puis vous voulez continuer à passer des belles soirées d'observation, bien là, vous pouvez peut-être envisager d'investir un peu plus dans un équipement qui va vous donner des résultats plus intéressants et qui va vous permettre aussi de faire de l'astrophotographie. Avec les jumelles, on ne peut pas vraiment faire de l'astrophotographie. Les jumelles, en tout cas, ça pourrait toujours être possible, mettons, avec un smartphone, un téléphone intelligent, mais les jumelles, c'est vraiment dédié à l'observation. Le télescope, lui, il peut s'adapter plus ou moins facilement, là, dépendamment du type de télescope. Celui-là, c'est un télescope Newton. Bon, c'est sûr qu'on peut faire de la photo avec, mais c'est vraiment adapté pour l'observation. Donc, vous avez un miroir primaire qui est ici en bas. Et là, évidemment, il y a le couvercle. Donc, la lumière rentre par ici. Et elle va atteindre le miroir primaire qui est en bas ici. Et la lumière va être réfléchie. Elle va converger vers un petit miroir qui est ici, qui est situé dans à peu près cet endroit-là, et qui est incliné de 45 degrés. Mais c'est un petit miroir, c'est pas très gros. Et la lumière va être réfléchie sur le miroir secondaire, on appelle ça un miroir secondaire, pour atteindre l'oculaire qui est ici. Donc ici, vous avez un cylindre et vous avez une lentille qui est, on appelle ça l'oculaire, et c'est à travers cette lentille-là qu'on va regarder avec notre œil pour observer les étoiles, par exemple avec ce modèle-ci. Donc, les oculaires, c'est un composant très important des télescopes. Donc, le tube, lui, comme tel, pour ce qu'on appelle des télescopes réflecteurs, donc qui sont composés essentiellement de miroirs. Vous avez des Newton, vous avez des Schmidt-Cassegrain, vous avez des Maksutov, vous avez des Dobson, il y a plusieurs types de télescopes réflecteurs. Donc, dépendamment de la configuration, on peut faire... il y en a qui sont mieux adaptés pour l'astrophotographie, il y en a d'autres qui sont mieux comme un Dobson et plus adaptés pour l'observation, par exemple. Alors, les oculaires, eux autres, c'est ça qui va nous permettre de choisir, par exemple, le grossissement, le facteur de grossissement. Mais il faut comprendre que plus on grossit, plus notre facteur de grossissement est important, plus le champ de vision va se rétrécir. C'est comme avec des jumelles, c'est sûr que notre champ de vision n'est pas aussi grand qu'à l'œil nu. Il existe des jumelles spécialisées qui sont spécifiquement pour aller chercher beaucoup de lumière, mais avec un petit facteur de grossissement. Donc ça permet en fait d'amplifier la lumière qu'on peut recevoir du ciel et on peut distinguer beaucoup plus de choses avec ce genre de jumelles-là. Donc, voilà. Pour les télescopes, le choix du télescope qu'on a besoin, c'est sûr qu'il faut s'informer. Moi, ce que je recommande, c'est, si vous vous intéressez à l'astronomie amateur, vous êtes débutant, il faut surtout éviter d'aller tout de suite dans un magasin, tu sais, puis de se garrocher, puis d'aller acheter un gros équipement sans savoir exactement ce qu'on veut faire avec. Sans ça, malheureusement, ça arrive souvent que des gens achètent un télescope, et après, ils le mettent dans le garde-robe, et puis il va dormir là pendant des années, et ils s'en serviront pratiquement jamais. C'est pas la bonne approche. Il faut y aller graduellement dans l'achat des équipements, et il faut bien maîtriser, il faut bien savoir ce qu'on achète, puis maîtriser la technologie, puis pour être capable de l'apprécier, puis d'être capable de vraiment là, de pouvoir jouer avec puis d'avoir du fun. Parce que le but ultime, c'est d'avoir du plaisir. Hein. Si on n'a pas de plaisir à ce qu'on fait,
Donc, c'est peine perdue. Mais l'astronomie amateur, ça, c'est sûr que là, on a montré quelques instruments, puis on parle de soirées d'observation. Je dirais que c'est une partie essentielle. Mais si on prend, par exemple, certaines personnes âgées où il y a des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir aller dehors, d'observer directement quand il fait froid, etc., où il y a des problèmes de mobilité, ou par exemple, on peut avoir des problèmes de vision aussi, qui fait que ça peut être difficile de pouvoir observer à l'œil nu ou dans des jumelles ou dans un télescope. Il y en a qui portent des lunettes, qui font de l'astigmatisme sévère ou des choses du genre. Donc, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire en astronomie. Il y a l'astrophilatélie qu'on a parlé auparavant. Il y a aussi l'astronomie et les arts, il y a l'histoire de l'astronomie, il y a la cosmologie aussi, donc l'étude du Big Bang, la formation des étoiles. Il y a plein d'aspects qui peuvent être intéressants pour les astronomes amateurs, qui vont au-delà de l'observation du ciel de façon classique. Oui, il y a beaucoup... c'est un gros sujet, l'astronomie, à ce que je peux voir. Oui. Ouais, ça peut devenir très vaste, effectivement. Mais tant mieux, en fait, il y a un peu de tout pour tout le monde. Le concours de dessin qu'on vient de faire là, pour les jeunes et tout petits dans les écoles primaires et préscolaires, maternelles, c'est une initiation pour les tout petits aux astres, aux étoiles, aux missions spatiales, les fusées, tout ça. Et ça fait travailler l'imaginaire, ça les fait rêver, et puis ça peut influencer aussi leur carrière future, leur intérêt peut-être pour étudier dans les sciences, c'est ce qu'on vise, motiver les jeunes à s'intéresser davantage aux sciences. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'équipement et comment s'en servir. Puis, si on veut participer un peu, parce que vous organisez justement des soirées d'observation, on consulte votre page Facebook, votre site web pour se joindre à vous. C'est ça, exactement. Nous avons une page web, nous avons une page Facebook, notre site web, et la programmation se trouve sur la page d'accueil de notre site web. Nous avons aussi les formulaires d'inscription, ceux qui veulent devenir membres du club, qui se trouvent également sur la page d'accueil de notre site web. Donc, c'est très facile de nous rejoindre. Si vous faites Google Astronomie Gaspésie, vous allez tomber, je suis pas mal sûr, vous allez tomber sur notre club assez rapidement. Denis Gingras, président du Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, merci de nous avoir apporté ces équipements et de nous en avoir parlé. Merci beaucoup, M. Laperrière. Merci à vous. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière. Vous êtes amateur de jeux vidéo, de jeux de société ou collectionneur d'articles de jeux dans l'âme? Venez visiter la boutique Spoutnik Gaspésie au 45 boulevard Pabot, Chandler. Pour discuter avec des passionnés, découvrir un univers de jeux rétro, les dernières nouveautés du marché, des figurines de collection, nos cartes de jeux à collectionner, déplacez-vous en boutique et nous saurons répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour les passionnés d'activités ludiques en Gaspésie, l'endroit par excellence, c'est Spoutnik Gaspésie. Visitez notre site internet au spoutnikgaspésie.ca ou notre page